Bonjour, alors pour ce premier module, donc le module 1, on va voir le concept de force. Alors, une force, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, si j'ai un objet, eh bien, si je lui applique une force, eh bien, ça va créer un mouvement. Ça peut être une translation, mais ça peut être aussi un mouvement de rotation, donc ça on verra dans les chapitres juste avant, ou bien alors ça peut être un mouvement qui crée une déformation, mais ça on va plutôt éviter. Donc ici, ce sera plutôt les mouvements de translation qu'on va voir. Et donc une force, ça se représente comment? Eh bien, ça se représente avec une flèche. Eh bien, cette flèche, elle a une certaine longueur, et cette longueur, en général, on va la faire proportionnelle à son intensité. Ici, par exemple, je peux dire que c'est une force qui fait 100 newtons. Donc 100 newtons, voilà, donc c'est l'intensité, la grandeur, donc c'est la première caractéristique. L'intensité d'une force, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique d'une force, eh bien, c'est sa direction. Donc c'est la ligne qui la dirige. Donc ça, c'est 2. C'est la direction d'une force. À ne pas confondre avec la direction, il y a aussi son sens. Son sens, c'est ce qui est caractérisé par le bout de la flèche qui est ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est un sens qui va plutôt vers la droite plutôt que d'aller vers la gauche. Voilà. Et alors, la quatrième caractéristique, c'est son point d'application. Alors, si le point d'application est une des caractéristiques d'une force, elle n'est pas non plus limitée à ce point d'application. D'accord? Donc on peut très bien mettre un point d'application là ou là, peu importe où elle se trouve, une force, ça se balade le long de son axe. Donc par exemple, si je prends un objet, que je pousse un objet avec une certaine intensité, une certaine direction, un certain sens, c'est la même chose que si je prends la même force, mais que je la mets de l'autre côté de mon objet. Donc ici, elle a vraiment glissé le long de mon axe. C'est exactement le même mouvement. Voilà. Alors, ça c'est pour une force. Alors, cette force, eh bien, on va essayer de déterminer ses composantes scalaires. Donc, imaginons, j'ai une force F égale 250 newtons. Et je place cette force dans un système cartésien XY. Donc c'est des axes XY horizontaux et verticaux. Voilà. Hops. Qu'on peut mettre un petit peu n'importe où, donc ne sont pas fixés dans l'air. C'est vraiment des axes qu'on peut mettre n'importe où. Et là, par exemple, je l'ai placé pour faire en sorte que ma force passe par l'origine. Elle n'est pas obligée de passer par l'origine, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ma force, je vais aussi dire qu'elle a un certain angle. Là, je vais dire qu'elle a un angle de 35 degrés par rapport à la verticale. Ok. Alors, une fois que j'ai placé ça, eh bien, je vais avoir deux questions. La première, quelles sont les composantes scalaires de la force F? Et deux, quelle est l'expression vectorielle
de la force F. Alors, les deux questions sont assez liées hein, parce qu'elles se calculent exactement de la même façon. C'est juste que pour l'expression vectorielle, il y a une petite étape en plus, mais bon voilà, c'est juste une ligne. Alors, comment et qu'est-ce que c'est, enfin comment est-ce que je trouve et qu'est-ce que c'est les composantes scalaires d'une force? Alors, les composantes scalaires, eh bien, c'est si je prends une verticale à partir du bout de ma force ici, eh bien, je vais avoir une composante scalaire qui va suivre l'axe des x juste ici, que je vais appeler fx. Et alors, qui va aller dans le même sens que f, donc vers la gauche. Voilà. Ça, c'est fx. Et fy, eh bien là, c'est si je trace une horizontale ici, voilà, je vais avoir le long de y, je vais avoir ce qu'on appelle fy. Ça, c'est les deux composantes scalaires de ma force. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver les valeurs de ces deux composantes scalaires? Eh bien, je dois me baser sur l'intensité de ma force au départ, qui est proportionnelle à la longueur de la flèche, hein, je le rappelle. Et je vais aussi utiliser l'angle qu'on m'a donné. Alors, eh bien, si je retrace un triangle, ici, avec F qui fait 250 newtons de longueur, que j'ai un angle ici de 35 degrés, hein, donc j'ai replacé ça ici en dessous, hein, donc j'ai juste repris ça là. Et je dis donc que la longueur de ce segment-là, c'est 250 newtons. Alors, je vais aussi replacer Fy ici en dessous. Voilà, donc je vais remettre Fy juste ici. Hop. Fy. Donc ça, c'est longueur Fy. Ça, c'est longueur 250 newtons. Donc c'est un peu bizarre de dire des newtons, c'est des longueurs, mais c'est un peu l'idée. Et alors, eh bien, pour terminer mon triangle, eh bien, je dois tracer, hop, juste ici, ma longueur bleue qui va être fx. Alors pourquoi est-ce que je peux mettre fx là? Tout simplement parce que fx, cette longueur-là, si je la déplace juste ici au-dessus, donc que je la mets là, c'est exactement la même longueur. Hein, donc que je la mette là ou que je la mette là, cette longueur-ci, c'est exactement la même. Et c'est ça que j'essaye de trouver. Alors, ok, j'ai un triangle rectangle, j'ai un angle, j'ai l'hypoténuse, je cherche le côté opposé, le côté adjacent. Qu'est-ce que je dois utiliser comme formule? Eh bien, je dois utiliser SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Alors, pour rappel, SOHCAHTOA, c'est sinus alpha égale le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça, c'est cosinus alpha égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ça ici, c'est tangente alpha égale le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà. Donc ça, c'est les trois formules de SOHCAHTOA qu'il faut connaître. Ici, étant donné qu'on a l'hypoténuse et qu'on a l'angle, nous, ce qu'on va utiliser, eh bien c'est ces deux formules-là. Hein, donc, avec l'hypoténuse à chaque fois. Voilà. Alors, je les ai entourés en couleur hein, pour signifier celle que je vais utiliser pour trouver fx, donc en bleu. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'utilise cette formule-là pour trouver fx? Parce que si je remplis cette formule, ça me donne sinus de l'angle de 35 degrés est égal au côté opposé à l'angle, le côté opposé c'est fx, sur l'hypoténuse 250 newtons.
et ça me donne un Fx égale 250 newtons fois sinus de 35 degrés. Et donc c'est égal à 143,394 newtons. Voilà, ça c'est une première composante scalaire. Et alors je vais utiliser la deuxième formule, juste ici, pour trouver Fy cette fois-ci. Donc cosinus de 35 degrés est égal au côté adjacent. Adjacent, ça veut dire celui qui colle. Mais ici, l'angle, il colle deux côtés. Ben, il y a Fy et il y a l'hypoténuse. Mais si c'était l'hypoténuse, on le dirait que c'est l'hypoténuse. Donc ça nous laisse juste Fy sur l'hypoténuse, 250 newtons. Donc si j'isole Fy, ça me fait 250 newtons fois cosinus de 35 degrés. Et donc ça fait 250 fois 35 cosinus. Ça fait 204,788 newtons. Voilà. Alors, ça c'est la valeur des deux composantes scalaires. Attention toutefois, donc attention au signe. Voilà. Donc ici, nos composantes scalaires ont un signe. Pour nous dire que si c'est Fx, eh bien s'il va vers la droite, il est positif. S'il va vers la gauche, il est négatif. Donc s'il va dans le même sens que l'axe des x, il est positif. S'il va dans le sens inverse, il est négatif. Et de la même façon, Fy, s'il va vers le haut, il est positif. S'il va vers le bas, il est négatif. Donc ici, j'ai déterminé que f va vers la gauche, donc Fx aussi. Donc ici, je dois rajouter un moins. Attention, c'est important. Et Fy va vers le haut. Donc ici, il est positif. Voilà. Ça, c'est les valeurs des composantes scalaires. Donc la composante suivant x, la composante suivant y. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, quelle est l'expression vectorielle de ma force F? Eh bien, l'expression vectorielle d'une force, ça s'écrit comme ceci. Alors, normalement, on met un petit F égal, mais quand vous allez rentrer votre réponse, évidemment, il ne faudra pas mettre le F égal, il faut juste mettre la réponse. Donc, ça, il ne faut pas mettre, d'accord? Juste ce qu'il y a à gauche. Alors, il faut mettre l'intensité de Fx et il faut le multiplier par le petit vecteur unitaire. Oups, là je l'ai. Le petit vecteur unitaire. Je vais barrer ça. Le petit vecteur unitaire I. Voilà. Qu'on appelle aussi un X. Mais dans les réponses, on va plutôt marquer I. Donc le petit vecteur unitaire I plus Fy fois le vecteur unitaire J, qu'on va aussi appeler 1Y, mais comme je vous ai dit, dans vos réponses, dans l'ordinateur, il faudra mettre J. Mais sans la flèche, évidemment, ça vous ne savez pas mettre. Donc ce sera juste I et J. Alors ça correspond à quoi ces vecteurs unitaires? Eh bien c'est un petit vecteur, ici, un petit vecteur 1, qui vont suivre la direction des axes. Donc c'est vraiment pour transformer les valeurs de Fx en vecteurs, donc pour que ça devienne une expression vectorielle. Donc c'est comme si je disais, je multiplie mon petit vecteur unitaire I un certain nombre de fois pour avoir la longueur de Fx. Et même chose pour Fy. Et donc si je fais ma formule ici de mon expression vectorielle, eh bien, je
remets fx, donc ça me fait moins 143,4. Ici, je vais mettre le petit vecteur unitaire i, plus 204,8 avec le petit vecteur unitaire j. Et ça, c'est mon expression vectorielle. Voilà, pas bien compliqué. Alors, donc ici, pas oublier les signes. Alors, vous aurez remarqué que j'ai arrondi à un chiffre derrière la virgule. Ça, c'est parce que c'est la réponse finale. Dans vos réponses intermédiaires, il faudra bien mettre 3 chiffres derrière la virgule pour être sûr de ne pas avoir trop d'imprécision quand vous allez arriver à votre réponse finale. Normalement, avec 3 chiffres derrière la virgule, ça devrait être plus que suffisant. Et donc voilà. Maintenant, si vous avez des doutes, dans votre réponse finale, vous pouvez aussi mettre 3 chiffres derrière la virgule. L'ordinateur l'acceptera aussi. Voilà. Ça, c'est pour le premier type d'exercice. Oups. Alors, ensuite, hop, pour le deuxième type d'exercice, je vais créer une boîte. Une boîte avec des dimensions. Ici, je vais dire que c'est 10 cm. Et ici, 5 cm de hauteur. Voilà. Et sur cet objet, eh bien, je vais appliquer 2 forces. Je vais les mettre ici en rouge pour qu'on les voit bien. Hop. Et hop. F1 qui est égal à 15 kN et F2 qui est égal à 30 kN. Et ma force F1, eh bien, je vais dire qu'elle va suivre la direction d'un triangle qui fait 5 de hauteur et 7 de base. Donc c'est un petit triangle rectangle. Voilà, donc ça suit la direction de mon triangle. Et la question va être de déterminer l'intensité de la résultante des 2 forces. En tout cas, dans ce cas-ci, ces 2 forces, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10, peu importe. Ici, pour raccourcir l'exercice, on va mettre 2 forces. Alors, on demande aussi de déterminer l'angle de cette résultante par rapport au sens trigonométrique. Alors, tout d'abord, un nouveau terme qui arrive. On nous parle de résultante. C'est quoi ce truc? La résultante, c'est la somme de toutes les forces. Donc ici, comme je vous ai dit, il y en a 2, mais il pourrait y en avoir plus. Alors, le problème, c'est que, évidemment, c'est pas aussi simple que de dire « Ah, ça fait 15, ça fait 30, je fais la somme, ça fait 45. » Malheureusement, les forces ne fonctionnent pas comme ça. Il suffit de prendre un objet, voilà. Donc si je tire d'un côté comme ceci, je tire de l'autre comme ceci, la résultante, donc le résultat qui arrive, la résultante, eh bien, c'est pas la somme des 2 forces qui tirent toutes les 2 dans un sens différent, c'est vraiment
le résultat, c'est que ça ne bouge plus. Et là, le résultat, c'est 0. Parce que j'ai une même intensité des deux côtés, donc mon bic ne bouge plus. Voilà. Donc, il faut vraiment que je fasse attention au sens et aussi à la direction. Parce que on ne peut additionner ou soustraire, donc comme dans le cas du bic, donc s'il y a une force qui va par là, une force qui va dans l'autre, les deux forces se soustraient. Donc, soustraire, on ne peut que des forces de même direction. Voilà. Donc par exemple, hop, si j'ai une force qui pousse par là, une force qui pousse de l'autre côté, donc qui tire par là, eh bien la résultante, ça va être quelque chose qui va aller en diagonale. Alors que, je ne sais pas, vu que c'est deux directions qui sont différentes, je ne sais pas vraiment savoir quelle est la direction finale. Donc je suis obligé de prendre vraiment des directions qui sont les mêmes et de les appliquer entre elles. Si le problème, c'est que les deux forces que j'ai, elles vont dans des directions qui ne sont pas les mêmes. Alors, comment est-ce que je fais pour résoudre ça? Eh bien, je reprends la première question qui me permettait de diviser ma force en deux forces. Une qui suit l'axe X et une qui suit l'axe Y. Et donc, ça veut dire que eh bien, ça va se transformer en une force qui va suivre l'axe X, celle-là aussi, et ces deux composantes X vont pouvoir s'additionner entre elles. Je vais aussi avoir une composante Y ici aussi pour F2, et ces deux composantes Y peuvent s'additionner ensemble. Donc c'est ça qu'on va faire. Voilà, alors, donc j'ai besoin, de trouver F1x, F1y, F2x et F2y. Donc ça, c'est les quatre composantes que j'ai besoin. Alors, on va commencer par le plus compliqué, c'est celui avec F1. Alors, je vais redessiner son triangle avec F1 égale 15 kN. Je vais aussi avoir F1x, on va rallonger un petit peu, voilà, F1x qui va être sur l'horizontale, et alors F1y qui va faire la verticale. Voilà, donc je retrouve le triangle qu'on avait vu dans le premier exercice, donc un triangle rectangle. Et on me dit que, parce qu'ici je n'ai plus d'angle, donc dans le premier exercice j'avais l'angle par rapport à l'horizontale, la verticale, et donc ici, nous ce qu'on nous dit c'est que il y a un petit triangle semblable qui nous donne une certaine direction. Voilà. Donc ici, 5, 7. On a un petit triangle semblable qui nous permet d'utiliser deux méthodes. Donc, méthode 1 et méthode 2. Il faut choisir. Donc moi, je vous parle des deux. Vous choisirez celle que vous préférez. La première méthode, c'est de se dire, ok, j'ai mon petit triangle rectangle qui fait 7 et 5. Moi, je vais chercher l'angle qui se trouve juste ici, avec ce catoa. Alors, comme j'ai l'angle opposé et l'angle adjacent, je vais utiliser tangente alpha est égal à donc 5 sur 7, donc côté opposé sur côté adjacent. Ensuite, sur ma calculatrice, je fais 5 divisé par 7. Et suivant que vous ayez une Casio ou une Texas comme calculatrice, ce ne sera pas le même bouton. Donc sur les Texas, il faudra appuyer sur tangente moins 1 de 5 divisé par 7. Et sur les Casio, ce sera arctangente de 5 divisé par 7.
Et donc, ça doit vous donner comme résultat un angle alpha est égal à 35,538 degrés. Alors, si j'ai ça, eh bien, je peux trouver f1x qui va être égal à l'hypoténuse 15 fois, ici, comme l'angle adjacent, l'angle qui colle, c'est plutôt l'axe des x, eh bien, je vais avoir les cosinus pour f1x de 35,538. 538. Et pour f1y, je vais de nouveau avoir l'hypoténuse 15. Cette fois-ci, comme l'angle ne touche pas l'axe des x, ce sera sinus de 35,538. Et donc, on a un résultat. Donc ici, ce que j'ai appliqué, c'est uniquement Stochatoa comme dans l'exercice numéro 1. C'est juste que je vais un peu plus vite. Je saute une étape. Au lieu de faire cosinus égale f1x sur 15, ou alors sinus égale f1y sur 15, je fais directement, ok, f1x égale l'hypoténuse fois le cosinus ou le sinus, suivant que l'angle touche un axe. Donc ici, l'angle touche l'axe des x, donc je sais que ça va être cosinus. Et ne touche pas l'axe des y, donc ça va être sinus. Voilà. Donc ça, c'est pour aller un peu plus vite. 15 fois 35,538 cosinus. Donc là, j'ai 12,206. Et 15 fois 8. Et là, j'ai 8,719. Alors, c'est des kilonewtons. Et je vérifie évidemment le signe. Donc ici, j'avais F1 qui allait par là. Donc ça veut dire que j'ai F1y qui va vers le bas et j'ai F1x qui va vers la gauche. Donc tous les deux sont négatifs. Voilà. Alors, la deuxième méthode va utiliser Pythagore plus Thalès. Alors, comment est-ce que j'utilise Pythagore ? Tout d'abord, je dois trouver l'hypoténuse de mon triangle, de mon petit triangle ici. Donc si ça c'est x, ça veut dire que x carré est égal à 5 au carré plus 7 au carré. Je fais la racine carrée de tout ça et donc je trouve que x est égal à 8,602. Voilà. Et alors, Thalès, eh bien, il va utiliser le système des triangles semblables. Le triangle semblable, c'est quoi? C'est un triangle qui a les mêmes proportions que le plus grand. Donc, il y a les mêmes angles, mais les côtés sont proportionnels les uns par rapport aux autres. Ça veut dire que les côtés du grand sur les côtés des petits sont tous égaux. Hein? Donc, ici, si je prends l'hypoténuse du grand, 15 kN, sur l'hypoténuse du petit qu'on vient de calculer, 8,602, c'est égal à la hauteur du grand, F1y, sur la hauteur du petit, 5, est égal à la base du grand, donc F1x, sur la base du petit. Je peux faire l'inverse, le petit sur le grand, mais je ne dois pas mélanger. Donc je dois vraiment choisir. Donc soit c'est le grand sur le petit, ou le petit sur le grand. En général, je préfère mettre le grand au-dessus parce qu'on cherche justement F1y et F1x. Alors, si je prends mes équations ici, eh bien, hop, ça va me donner des égalités que je peux isoler pour trouver les valeurs
eh bien, que j'ai trouvé juste ici. Donc, je vais trouver f1x est égal à 15 fois 7 sur 8,602. Hein, donc, 15 sur 8,602 est égal à f1x sur 7. Donc, 7, je le passe de l'autre côté. Donc, ça me donne ce calcul-ci. Et donc, f1x est égal 15 fois 7 divisé par 8,602. Et donc, je trouve 12,206. Voilà, donc comme avant. Et f1y, voilà, donc ça, je prends le rond qui est en rose ici. Je passe le 5 de l'autre côté, donc c'est égal à 15 fois 5 sur 8,602. 15 fois 5 divisé par 8,602. Et là, je trouve 8,719 également. Voilà. Donc, les deux méthodes se valent. Hein. Pas oublier les moins aussi, hein, vu qu'on a vu que les signes sont déterminés par le sens des flèches. Mais donc, les deux méthodes se valent. C'est à vous de voir celle que vous préférez. Alors, donc là, on a trouvé les valeurs de f1x, la valeur de f1y. Il nous manque f de x et f de y. Alors, ça, c'est assez immédiat, étant donné que ici, on peut voir que f2 va suivre la direction de l'horizontale. Dans ce cas-ci, ça veut dire que f de x va valoir l'entièreté de f2 et donc va valoir 30 kN. Je dois quand même vérifier les signes. Donc ici, je vois que f2 va vers la droite, donc il est positif. Et pour f2y, là c'est l'inverse. Quand je le projette sur l'axe y, il ne reste plus rien parce qu'il ne suit que l'axe horizontal. Donc f2y égale 0 kN. Voilà. Là, j'ai les composantes scalaires de mes deux forces. Et donc, je vais pouvoir utiliser ça pour trouver non pas l'intensité directement, hein, comme ce que je cherche normalement, mais par contre, je vais pouvoir trouver les composantes scalaires de ma résultante. Parce que la résultante, c'est une force, c'est une force totale, d'accord? Mais c'est une force en elle-même qui a elle-même des composantes scalaires. Et donc, vous l'aurez compris, Rx, c'est f1x plus f de x. S'il y avait plus que deux forces, on pourrait faire plus f3x, etc. Et Ry, c'est f1y plus f3y. F2y, pardon. F2y. Alors, donc dans ce calcul, c'est important de ne pas se tromper dans les signes, évidemment, parce que vous allez trouver un résultat complètement différent si vous oubliez les signes. Alors, si je prends f1x, j'avais moins 12,206 kN. Ça, c'était f1x. f de x, c'est plus 30 kN. Ensuite, f1y, je vois que c'était moins 8,719 kN. Et f de y, c'était 0. Voilà. Donc ici, je vais trouver que Rx et Ry. Donc Rx vaut donc ça vaut 17,794 kN. Et ici, c'est facile, ça reste moins 8,719 kN. Voilà. Ça, c'est les composantes scalaires de ma résultante, mais ce n'est pas ce qu'on me demande. Hein. Donc, ici, je peux très bien déterminer que R va être comme ceci, mais peu importe si vous vous trompez de sens pour l'instant. Alors, pourquoi est-ce que je détermine que R va être comme ceci? Ben, tout simplement parce que je vois que Rx est positif. Rx égale 17,794. Et je vois que
RY est négatif, donc va vers le bas. Ça va me donner une résultante qui va dans ce sens-là. Donc RY est égal à moins 8,719 kN. Et comme je vous dis, pour cette étape-ci, ce n'est pas encore important de savoir dans quelle direction va R. L'important, c'est de retracer juste un triangle avec Rx comme base et RY comme hauteur. Et donc, comme on sait que c'est un triangle rectangle, qu'on a un côté et l'autre, eh bien pour trouver l'hypoténuse, il suffit d'appliquer Pythagore pour trouver l'intensité de R. Et Pythagore nous dit que c'est R au carré égale Rx au carré plus Ry au carré. Donc c'est égal à 17,794 au carré plus moins 8,719 au carré. Voilà. Pas oublier de mettre le moins dans la parenthèse, hein, parce que normalement il est censé disparaître ce moins avec le carré. 17,794 au carré. Voilà. Et donc on va trouver que R, donc si je fais la racine carrée de tout ça, est égal à 19,815 kN. Voilà, ça c'est l'intensité de ma résultante. Maintenant, donc ça c'était la première question, donc déterminer l'intensité de la résultante des deux forces. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé juste ici. Et maintenant, on demande de déterminer l'angle de cette résultante par rapport au sens trigonométrique. Alors, le sens trigonométrique, ça demande de tracer le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, ça se compose des deux axes XY et d'un cercle. Voilà. Et c'est déterminé par 4 quadrants. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc cette résultante, il faut savoir dans quel quadrant elle se trouve. Pas encore de savoir quelle amplitude elle va avoir exactement, mais au moins savoir dans quel quadrant elle se trouve. Alors ici, je sais déterminer que ma résultante va se trouver quelque part dans le 4e quadrant. Alors comment je sais ça? Eh bien, je vous l'ai déjà un peu expliqué ici. Si elle se trouvait dans le premier quadrant, ça voudrait dire que Rx, eh bien, il va être positif et que Ry est positif aussi. Et donc, ça nous donnerait une résultante qui va être dans le premier quadrant. Donc, Rx plus et Ry plus. Donc, s'ils sont tous les deux positifs, on est dans le premier quadrant. Si on est dans le deuxième, ça veut dire que cette fois-ci, le Rx il va vers la gauche, donc il est négatif, et que Ry est toujours positif. Donc Rx négatif, Ry positif. Le troisième, c'est que les deux sont négatifs. Et finalement, le quatrième, donc le cas qu'on a ici, on a un Rx qui est positif et un Ry qui va vers le bas qui est négatif. Donc ça, c'est en fonction des résultats qu'on trouve. Et donc, je sais que je suis dans le 4e quadrant. Et alors, l'angle qu'on nous demande de trouver, eh bien, c'est cet angle-ci. Je vais l'appeler alpha. C'est l'angle qui part du côté positif de l'axe des x. Donc, ça, c'est le point 0. Donc, qui part de ce point-là. Pas négatif, hein, donc vraiment de ce point-là. Et qui va faire donc tout l'angle jusqu'à atteindre la résultante. Donc moi, je veux savoir quel est cet angle-là. Le problème, c'est que dans mes calculs, quand j'ai fait mon triangle ici, eh bien, l'angle que je vais calculer avec ce CATEA, c'est plutôt l'angle bêta qui se trouve juste ici. L'angle bêta. Alors, c'est pas vraiment un problème parce que, en fait, si j'ai l'angle bêta, je peux trouver l'angle alpha parce que si je fais tout le tour, ça me fait 360 degrés.
Et si j'ai l'angle bêta, bah pour troubler alpha, j'ai juste à faire 360 degrés moins bêta, et ça me donne alpha. Ok, donc ce qui me manque, c'est l'angle bêta. Ok, donc je reprends mon triangle qui est juste là, et je vais appliquer ce catoa. Alors, si j'ai ce catoa, bah, j'ai les trois côtés techniquement, mais R, c'est un calcul que j'ai trouvé juste après. Hein, donc il vaut mieux utiliser les données que j'avais avant, donc Rx et Ry. On ne sait jamais, j'ai peut-être fait une faute en faisant la formule de Pythagore, et alors tout le reste est faux. Hein, et alors que ça pourrait très bien être juste. Alors, donc je vais juste utiliser mon côté adjacent et mon côté opposé. Donc ça va me donner la formule de tangente bêta est égale au côté opposé Ry sur le côté adjacent Rx. Voilà. Et donc tangente bêta est égale à moins 8,719 sur 17,794. Alors dans ce cas-ci, le moins dans le calcul d'un angle, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que bon, ça va vous donner un angle négatif, mais ça correspond à rien, ce signe. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre dans ce cas-ci, hein, pas pour le calcul des composantes scalaires, mais pour le calcul de l'angle, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc je vais faire 8,719 divisé par 17,794. Je fais arc-tangente de ça, ou tangente moins 1, en fonction de votre calculatrice. Et je trouve un angle bêta égal 26,105 degrés. Voilà. Et donc finalement, j'applique la formule qui est juste ici. Et donc alpha égale 360 degrés moins 26,105. Et donc je vais arrondir à un chiffre derrière la virgule, ça me fait 333,9 degrés. Voilà. Alors, petite note pour les... donc si on vous pose une question au test, vous pourrez certainement pas mettre de degrés ici, enfin de petits signes degrés, donc les unités en tout cas pour cette question-là ne seront pas obligatoires. Voilà, donc ça c'est l'angle alpha, donc on devait chercher pour trouver l'angle suivant le sens trigonométrique. Alors, maintenant vous allez me demander... Ok, d'accord, si je suis dans le quatrième quadrant, je dois faire 360 moins bêta. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis dans un autre quadrant, hein, donc si je suis... Hops. X, Y, Y, X, X, Y. Alors, si je suis dans le premier quadrant, voilà, donc je suis là avec un Rx positif et un Ry positif. Si je suis dans le deuxième quadrant, je me retrouve avec un Rx négatif, un Ry positif, donc ça c'est le deuxième quadrant. Et finalement, il y a le troisième quadrant avec tous les deux Rx et Ry qui sont négatifs. Voilà. Alors, donc de nouveau, on doit se référer à cet axe-ci, donc l'axe positif de l'axe X. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est cet angle alpha là, c'est cet angle alpha là, c'est cet angle alpha là. Voilà. Alors, dans vos calculs, quand vous allez faire votre triangle, pour le premier quadrant, eh bien, l'angle bêta, ce sera exactement le même. Donc bêta égale alpha. Ça, c'est le cas le plus simple. Si vous êtes dans le deuxième quadrant,
votre triangle, il sera ici. Et donc, vous allez avoir un angle bêta qui sera juste là. Et donc là, il faudra faire 180 degrés moins l'angle bêta. Donc, alpha égale 180 degrés moins bêta. Et finalement, ici, dans le troisième quadrant, vous allez avoir un triangle rectangle qui va être juste ici. Donc, par rapport à l'horizontale, vous allez avoir un angle bêta qui est là. Et donc, alpha sera égal à 180 degrés plus l'angle bêta cette fois-ci. Voilà. Donc, à chaque fois, vous cherchez dans votre triangle rectangle l'angle par rapport à l'horizontale. Donc, ça sera votre angle bêta. Et en fonction de cet angle-là, vous appliquez la formule suivant le quadrant dans lequel vous êtes. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne chance.